BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. Nous sommes ensemble de 19h30 à 21h. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver sur les podcasts et le site BFM Tech. Et ce soir, on va parler du grand sujet du jour. Peut-on priver les ados de réseaux sociaux ? Vous savez que c'est la grande discussion à l'Assemblée nationale. On va en parler avec nos débriefeurs. Le vote, ce sera ce soir. On enchaînera avec justement, il y a des ripostes européennes. Et tiens, W, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est un réseau social concurrent de X et c'est une initiative européenne. On en parlera aussi avec nos débriefeurs et puis on enchaînera avec Liléou. Liléou, c'est pour répondre à la pénurie d'ophtalmos. Oui, il y a des zones blanches aussi pour les ophtalmos. Ce sera une start-up, ce sera en deuxième partie d'émission. Allez, on est ensemble pendant 1h30 jusqu'à 21h avec nos débriefeurs, avec la Tech Co, la quotidienne. C'est parti. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, il y a un débrief de la tech qui va être très marqué par l'actualité très chaude, puisque en ce moment même, au Parlement, ça se débat, ça se contredit. En tout cas, ça parle autour des réseaux sociaux. Alors, seront-ils ou pas interdits aux moins de 15 ans ? Puis, vous savez, on va en parler, puisque la Commission européenne dit oui, c'est très bien, mais on n'a pas le droit de demander l'âge à des gens sur ça. C'est interdit par la Commission européenne. Donc, on va voir un peu comment tout ça va se dérouler. On va en parler avec nos experts qui sont avec nous ce soir. Claudia Cohen, bonsoir Claudia. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste chez Bloomberg. Donc évidemment, ça intéresse aussi à fond les médias anglo-saxons, là, cette histoire de... Oui, d'abord parce qu'il y avait eu l'exemple de l'Australie qui faisait ça. Et oui, on a fait des aides aujourd'hui là-dessus. Mais bon, un peu moins que le débat français. Donc on va dire que nous, le parti pris, c'est que ça va se faire et que la France, c'est un deuxième grand pays qui passe à l'action. D'accord, donc on suit ça aussi. Avec nous également Thomas Serval. Bonsoir Thomas. Bonsoir Frédéric. Bienvenue, qu'on a retrouvé au CES, qui était à Davos toute la semaine dernière, qui nous distillera pendant toute cette émission quelques petits points et des petites coulisses de Davos à travers tous les sujets que l'on a. Merci d'être avec nous, Thomas, qui est PDG de Barracuda, donc dans l'IoT, la beauty tech, la santé, beaucoup de choses dans le bien-être. Et puis Thomas, qui a longtemps été chez Google, chez Microsoft, voilà. Connaît tout de notre écosystème numérique. Et nous accueillons aussi Damien Douany. Bonsoir Damien. Bonsoir Fred. Merci d'être avec nous, responsable de l'innovation de l'école narrative avec 2i et fondateur de Topos. Alors, les députés se prononcent en ce moment en faveur de l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, avant le Sénat mi-février, mais le chemin est encore très long avant une application totale fin 2026, car cette interdiction doit reposer à la fois sur un cadre technique extrêmement précis et une volonté partagée par les plateformes. On écoute ce qu'en dit Hugo Babet et on revient juste après en plateau pour en parler. L'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs est-elle possible ? Le gouvernement et ses alliés veulent s'en assurer en prévoyant un panel de dispositifs de vérification d'âge efficaces, par reconnaissance faciale ou consultation de documents officiels, et un strict respect de la vie privée, comme l'assure Gabriel Attal qui porte cette loi. À aucun moment, leur identité, leurs données ne seront transmises ni à l'État, ni aux plateformes de réseaux sociaux. Concrètement, c'est que les plateformes de réseaux sociaux, elles vont faire appel à un tiers, qu'on appelle un tiers de confiance, qui sera une plateforme dédiée, neutre, qui, elle, bénéficiera des informations. Concrètement, cette proposition de loi prévoit que toutes les plateformes qui ont des fonctionnalités sociales, des réseaux Facebook, Instagram, Snapchat, aux jeux en ligne Roblox ou au chat intégré de YouTube, contrôlent dès le 1er septembre tout nouveau compte et même qu'il n'y ait plus aucun compte de jeunes de moins de 15 ans à la fin de cette année. Mais pour cela, il faut que ce soit conforme au droit européen. Et pour Bruxelles, ce n'est toujours pas le cas malgré la réécriture du texte par le gouvernement. Fixer une limite d'âge est une compétence exclusivement européenne, rétorque la Commission, qui aura bientôt sa propre réglementation. Alors, on ne veut plus de ce qu'on appelle un peu le brain rot, le pourrissement du cerveau, pour traduire cette expression américaine. Il convient donc de préserver les plus jeunes des algorithmes parce qu'on estime que ça contribue à un abêtissement collectif. Qu'est-ce qu'il faut voir autour de tout ça, Claudia ?
Alors déjà, il faut dire que c'est la deuxième tentative de la part de la France d'imposer ce nouvel âge légal pour accéder aux réseaux sociaux. Il y a plusieurs difficultés. La première, c'est qu'il ne faut pas que la loi française contrevienne, dépasse la loi européenne. En l'occurrence, le texte qui a été voté il y a quelques années, le DSA. On est très fort, nous, pour surtransposer des lois européennes. On est très fort. Tout un tas de domaines. Mais les plateformes sont très fortes aussi pour dire que ça ne marche pas, en fait. Donc la moindre brèche juridique, la façon dont ça va être vraiment écrit le texte est extrêmement importante. Et ensuite, on en parlait un peu dans le reportage, c'est la question de qui vérifie. Alors un tiers de confiance, d'accord, il y a l'option potentiellement de faire un selfie avec un document d'identité, mais là ça pose quand même la question de mettre un document d'identité, même si on nous assure que voilà, ce sera en toute sécurité des données, ça pose quand même question. Et il y a une autre option que j'ai trouvée, pour être assez franche, plus marrante, c'est l'option du selfie où il y aurait une IA qui pourrait analyser l'âge que vous avez par rapport à votre visage, ce qui ouvre la porte quand même à pas mal de brèches parce que vous pouvez vous aussi utiliser une IA pour dire votre visage. Enfin, oui, exactement. Pour le petit mot, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge et en plus, je trouve la France très ambitieuse sur le timing parce que c'est censé être mis en place en septembre, donc seulement 9 mois après que ça a été voté, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va être contrôlé. Et si on regarde l'exemple de nos amis australiens qui ont mis d'ailleurs en place... Qu'est-ce qui valide justement en Australie ? Ça a pris quand même plus d'1 an à ce que le dispositif soit vraiment mis en place. Et si je ne me trompe pas, ce sont les plateformes qui ont la charge en Australie de faire en sorte que ce soit respecté. Or là, ce qui paraît être proposé est assez différent. Donc moi, j'attends de voir. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée forcément. Donc, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure aussi. Mais j'attends de voir comment, de façon opérationnelle, ça pourra se faire. Alors souvent, on dit en plateau ici, si vous avez suivi la matinale ce matin, tout le monde réagit un peu par rapport à l'âge de ses enfants. Alors, Thomas, toi, t'as tout. T'as 15 ans 15, 18, 20. Voilà, donc plutôt grand. Mais alors, qu'est-ce que tu en penses ? Alors déjà, l'histoire, parce que toi, tu es un spécialiste, Barracuda fait des miroirs connectés. La technologie, oui, elle fonctionne aujourd'hui. Elle existe, en tout cas, on arrive assez facilement à voir un adolescent, un enfant, un adulte. Alors, c'est pas 14 ans, 15 ans, mais en fait 15 ans, c'est l'âge de la puberté. Donc en fait, il y a quand même des signaux assez facilement visibles physiquement. Alors peut-être à l'année près, on n'aura pas, mais voilà. On peut avoir... Enfin, il y a plusieurs dimensions pour répondre à ce problème. La première question, c'est est-ce qu'on autorise ou on doit faire en sorte que les plateformes authentifient leurs utilisateurs ? Parce qu'en fait, derrière cette logique de l'âge, il y a aussi savoir si c'est une personne ou une IA. Autre que par le simple mot de passe. Et si c'est une personne, une IA, quelqu'un qui utilise un pseudo, 15 personnes qui utilisent la même identité pour faire les trolls, etc. Donc derrière cette idée qu'on va commencer à authentifier, on parle des enfants de 15 ans, il y a quand même une dimension plus claire et qui, à mon avis, doit arriver pour des raisons politiques en Europe, c'est de commencer à mettre en face de leurs responsabilités les plateformes. En disant, voilà, vous êtes maintenant un média de plein droit, de même que la presse, que les films, etc. Il va falloir quand même que vous respectiez un certain nombre de règles. Et il faut voir que moi, ayant été côté plateforme, parce que je dirigeais YouTube, la règle de défense de base des plateformes, c'est on va se conformer. Non, alors il y a déjà le fait qu'on a un hébergeur, mais d'abord et avant tout, ce que disent, pour éviter de faire quoi que ce soit, on ne fera rien tant qu'on n'aura pas un cadre juridique clair qui nous dira ce qu'on doit faire. Donc c'est une manière de dire qu'on ne fera rien, puisque le cadre juridique est clair. Et donc là, il faut quand même saluer les efforts du gouvernement en disant, voilà, vous vouliez une loi, on va vous la mettre. Et ça, c'est quand même le meilleur antidote vis-à-vis des plateformes qui ont dans leurs principes, et puis même dans la manière dont ils se régulent, c'est du Sarbanes-Oxley, etc., les pays, pour pouvoir être, et ça, on a une journaliste financière, les pays, pour pouvoir être cotés dans les marchés, doivent respecter un certain nombre de règles, notamment de respecter les règles dans lesquelles ils sont présents. Donc, il nous faut des lois. Alors après, on est encore dans ce joujou, Europe, France, subsidiarité, qu'est-ce qui décide ? Mais c'est quand même une responsabilité collective. Il y a un cadre qui est en train d'être c'est quand même une responsabilité collective. Mes enfants, tu en parlais à l'instant, mes enfants sont les premiers à me dire, papa, t'es pris dans cette boucle infinie, arrête avec Instagram ou avec YouTube, t'arrives pas à t'arrêter. C'est les adultes qu'il faudrait... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait... bloquer. Donc, moi, je pense que derrière cette logique d'âge qui va être
compliqué à mettre en œuvre. Il y a quand même ce besoin d'authentification des émetteurs et des consommateurs de ces plateformes. Ce point-là, d'ailleurs, on pourrait se dire qu'après avoir ou avant de commencer à vérifier qui consomme, on pourrait déjà essayer d'authentifier ou de voir qui émet. Parce qu'effectivement, on voit que maintenant, ce sont des supports de propagande de tout ordre, d'États étrangers, de trolls et même d'IA. Et donc déjà, commencer à voir si on a une personne en face de nous, une vraie personne ou une IA, ça va être probablement le premier des challenges. L'âge sera peut-être quelque chose d'accessoire par rapport au caractère humain ou inhumain de la personne qui sera derrière. Damien, on entend beaucoup aussi de personnes dire mais finalement ça doit être de la responsabilité des parents, de la responsabilité pourquoi pas de l'éducation nationale, bien qu'on ne va pas encore lui rajouter une couche, mais on se dit aussi qu'il faut davantage responsabiliser la partie utilisateur. Est-ce que c'est... Alors oui, certainement, mais c'est compliqué aussi à mettre en place. Je pense que c'est multifactoriel. Autrement dit, la réponse, elle n'est pas unique, elle est plurielle. Thomas, tu parlais des parents. Moi, alors pareil, tu parlais de réagir par rapport à l'âge des enfants. J'en ai une petite, j'en ai une de 12 ans, une de 5. Donc, effectivement, celle de 5, moi, je l'ai mis devant le documentaire devant nos écrans de fumée. Et j'ai dit, tu regardes ça, déjà, et tu comprends comment ça fonctionne. Et à la sortie, on dit, je savais pas tout ça, je savais pas qu'il y a des algos qui fonctionnent, etc., etc. Son premier réflexe a été de nettoyer son flux YouTube, parce qu'elle regarde les shorts, et je trouvais ça super, et de croiser l'information avec des choses, si des fois elle entend des trucs un peu bizarres, ce qui fait que des fois même elle me colle parce que je crois des trucs faux, et en fait elle avait raison. Donc je suis très content de ça. Donc c'est une question d'éducation. Le problème, c'est le même principe que la clope dans la Renault 16 dans les années 80. C'est-à-dire en gros, le parent fume devant et va expliquer que ah ben non, faut pas fumer, tu comprends, c'est mal. Ouais. On est dans le même principe aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure de la boucle infinie dans laquelle aujourd'hui les parents sont nous, et moi le premier, on est nous-mêmes pris dans une boucle qui fait que on n'est pas des exemples pour nos gamins. Donc il y a cette difficulté-là. Et l'histoire de l'algo, tu parlais de l'éducation nationale, pour moi ça relève de ça. On ne devrait pas faire des cours d'informatique, on devrait faire des cours de qu'est-ce que c'est l'algorithmie, au sens comment fonctionnent ces plateformes pour gagner de l'argent et comment elles font en sorte de vous capter votre attention. Si déjà on fait ça, plus une loi, je pense qu'on commence à être pas trop mal. Et puis peut-être aussi, moi j'essaierai de leur forcer un peu la main pour avoir du contenu aussi un peu plus éducatif aussi. Alors je sais que c'est compliqué. Mais t'en as, hein. Si tu éduques bien ton algo, t'as des trucs super. Mais voilà, non mais justement, c'est peut-être ça où il faut éduquer son algo. Il y a aussi un sujet quand même, on parlait du DSA tout à l'heure, où quand même un des buts aussi du DSA était d'avoir une plus grande transparence algorithmique, était d'avoir une meilleure modération sur les réseaux sociaux et de protéger les jeunes utilisateurs. Et en fait, on peut se dire que si aujourd'hui, dans plusieurs pays, dont la France, il y a ces réflexions plus ou moins avancées pour interdire les réseaux sociaux, ça veut dire que les textes européens, en tout cas, un des buts de ces textes européens, finalement, n'a pas abouti. Moi, ce qui me chagrine un peu et ce qui me fait peur, c'est justement cette incapacité qu'ont eu les États, que ce soit l'Europe, mais ailleurs aussi, encore plus aux États-Unis, à faire en sorte que les réseaux sociaux ne soient pas ce qu'ils sont aujourd'hui et que des enfants puissent aller de façon assez libre, avec peut-être une limite de temps, parce qu'il ne faut pas rester des heures, sinon on devient tous abrutis et les adultes aussi, mais puissent aller sans être confrontés à des contenus douteux. Par exemple, sur X, mais quand on voit sur notre feed, alors moi, c'est pas vrai du tout ce que je suis, le nombre de contenus pornographiques et qui me viennent devant, alors que je ne suis pas la consommatrice de porno avec des femmes, quoi. C'est assez aberrant. Et je me dis, n'importe quel enfant aussi qui a son compte, etc., il peut être confronté à ça. Donc je trouve que le réflexe d'interdiction, je le comprends et je salue quand même le gouvernement français de vouloir on essaie de ralentir, ça ralentit au moins un peu, c'est ça. Je trouve le nettoyage qui aurait dû être fait n'a pas été fait en fait. Après sur X aujourd'hui, tu as nécessité pour des contenus sensibles, tu as nécessité de faire un selfie et pour débloquer certaines choses. Donc mais c'est pas le cas. Moi j'ai fait 0 selfie et les contenus viennent à toi. Il y a une première question, je pense que sur ça, c'est d'abord, il faut que ces plateformes soient sous souveraineté des pays de consommation. Il faut quand même repartir de la base. On a été d'une indulgence coupable avec le numérique pour favoriser son adoption, en les exonérant de taxes sur le commerce, en faisant en sorte qu'on leur a donné finalement une sorte de capacité à vendre des choses sans être à égalité avec les commerçants existants, dans une logique de faire pénétrer le numérique. Cette période, elle est derrière nous. Maintenant, le numérique est plus grand que le réel, même si... et donc, quelque part, on a perdu la souveraineté sur des plateformes qui sont plus importantes que nous, et il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis. TikTok, les Américains n'ont même pas laissé le choix aux Chinois. Ils ont dit, voilà,
Si tu veux que TikTok reste aux États-Unis, sous peine d'interdiction, il va falloir que ça devienne américain et que ça soit régulé par les lois américaines. Je pense qu'à minima, l'Europe doit avoir le même niveau d'autorité, c'est-à-dire de dire, voilà, pour que et parce qu'on va faire des lois, mais si elles ne sont pas appliquées, tout le monde va rigoler. Donc, il va falloir qu'on mette sous souveraineté européenne ces plateformes et qu'on ait la rigueur, voire la capacité qu'ont les Américains de dire, vous ne les restez pas, vous sortez. Alors, ce que l'on voit aujourd'hui, ça va être notre deuxième sujet ce soir, c'est, tiens, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, alors je vais le dire en français, un W, mais comme on est européen, on pourrait dire W, c'est un nouveau réseau social européen. Donc au moment où on discute de tout cela, où la France s'apprête à interdire l'accès aux réseaux sociaux des moins de 15 ans, il y a un nouvel acteur européen donc, qui se lance le défi de concurrencer X, alors il s'est baptisé volontairement W, c'est la lettre un peu avant. C'est un réseau social suédois qui doit voir le jour cette année, porté par une ancienne cadre d'eBay. Il compte surfer sur la défiance croissante, évidemment, à l'égard de la tech chinoise et américaine. On écoute ce qu'en dit Erwan Maurice et on va vous écouter juste après. Sur la forme, c'est la même chose que X. Sur le fond, c'est tout l'inverse. W promet de vérifier l'authenticité de chaque compte, d'héberger ses données en Europe et de lutter contre la désinformation. Un cadre qui pourrait peut-être lui permettre d'échapper à une interdiction aux moins de 15 ans. Dirigé par Anna Zeiter, ancienne responsable de la confidentialité et de l'IA chez eBay, W est à ce stade financé par des investisseurs suédois. Une version test sera lancée dans quelques jours avant une ouverture au grand public dès la fin de l'année. Un lancement qui intervient au moment où X et TikTok, épinglés pour pratiques douteuses, n'ont jamais autant été dans le viseur du régulateur. Mais pour donner une chance à W, encore faudrait-il imposer fermement les règles européennes aux géants qui ne respectent rien, confie Gilles Babinet, l'ambassadeur français de la tech s'impatiente. Il est temps d'appliquer de vraies sanctions à ceux qui n'appliquent pas les règles, peste-t-il, et fait une suggestion, financer ce réseau social avec les amendes infligées à ses concurrents déloyaux. Alors W, c'est un réseau plutôt crédible, une ancienne cadre d'eBay, donc c'est pas n'importe qui. Il y a un soutien politique, vraiment il y a plusieurs députés qui défendent ça. Il y a un timing plutôt idéal, la fenêtre de tir est bonne. Question, est-ce que ça peut fonctionner? Je commence par toi, Claudia. Déjà, il y a eu plusieurs alternatives quand même à Twitter. Il y a eu, c'était Blue Sky, Thread, Mastodon. La clé pour que Mastodon, c'était complexe. Enfin, l'interface était... C'est vrai, tu as raison. Je pense qu'avec ces alternatives qui se sont lancées ces dernières années, la clé, en fait, c'est est-ce qu'il y aura des gens qui voudront aller sur cette plateforme? Parce qu'on le voit aujourd'hui, par exemple en France, même en Europe, la plupart des personnalités politiques et qui, d'une certaine façon, font l'actualité, en fait, sont tous restés sur Twitter, à part, il faut le saluer, notre ministre de l'économie, Roland Lescure, qui, lui, ne communique plus alors qu'on l'entendait tellement dire « je vais quitter X », et il continue. Et même les médias, pour être honnête, même les médias, il y a eu pas mal d'annonces de médias ces 2 dernières années. Bon, au final, ils y sont toujours. Mais du coup, il y a un peu ce côté de popularité ou quoi qu'il arrive. Et après, moi, ce que je trouve dommage aussi sur ce service, l'initiative est très bonne, mais je trouve ça dommage de se construire son storytelling en opposition à X, en fait. C'est-à-dire que peut-être, certainement, il y aura plus de communication dans les prochains mois, mais quelle est l'identité, finalement, de ce réseau social? Est-ce que juste, c'est X, mais avec plus de sécurité, ok, mais ça veut dire quoi? Et si personne n'y va? Je trouve c'est un peu dommage, juste le storytelling et la présentation qui a été faite à Davos. Quand j'ai entendu que c'était suédois, au début, j'étais ravi parce que moi, je me suis toujours dit qu'un jour, Spotify sortirait son réseau social. Voilà, c'était mon grand truc en disant, de la musique, on peut trouver des communautés et des communautés, on peut poursuivre, aller vers là. Ton regard là sur W, Damien? Tu ne peux pas, imposer un produit. Enfin, autrement dit, tu mets un produit, très bien, mais après, le public va décider s'il vient ou pas. S'il y a des médias, s'il y a des politiques, s'il y a des choses intéressantes, pourquoi pas de la musique, pourquoi pas un accord avec Spotify, admettons, avec des contenus inédits. Bref, des choses qui donnent envie de venir. En gros, il faut un peu de miel, sinon l'utilisateur, il va te dire... Moi, j'ai toute ma base de gens avec qui je discute depuis des années. C'est ça l'histoire, l'histoire de Facebook, l'histoire d'Instagram, l'histoire de X. C'est qu'avant tout, on a construit pendant des années des bases de connaissances de gens et on ne peut pas forcément les exporter. Après, il y a peut-être un timing où on se dit, tiens, pourquoi pas changer un truc un peu plus sérieux, un peu plus rigoureux. Proposer quoi ?
Tu vois, je rejoins Claudia, se construire à contrario d'eux, c'est bien parce que c'est un message politique à Davos, ça fait plaisir. Mais est-ce que véritablement d'un point de vue marketing ça a fonctionné ? Je demande à voir. Je jette pas le bébé avec l'eau du bain. J'ai envie d'y croire parce qu'il y a des conditions intéressantes qui sont remplies, qui n'étaient pas remplies il y a quelques années. Mais il faut un peu plus, quoi. Thomas. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, faire un réseau social, c'était quand même très coûteux en termes de programmation, en termes d'hébergement. Il faut voir que ça, n'importe qui peut créer relativement facilement, entre le vibe coding, etc., un réseau social. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que la barrière à l'entrée pour la création technologique d'un réseau social, elle est tombée. Donc, qu'est-ce qui reste ? En fait, il y a ce qu'on appelle l'effet de réseau, c'est-à-dire la base installée. Oui. Combien il y a de gens qui l'utilisent pour communiquer ? Et là, on part de zéro. Et donc, ça ne pourra exister que s'il y a des alliances stratégiques très fortes, voire une régulation qui impose, par exemple, une sorte de journal officiel. Tu veux avoir telle information, il faut le regarder sur W. Il va falloir qu'il y ait un effort réglementaire. Parce que sinon, on ne peut pas l'imposer. On voit bien que tout d'un coup... On doit pouvoir transférer sa base de données, comme aujourd'hui l'Europe essaie de le pousser. D'ailleurs. Exactement. Donc, en tout cas, il va falloir obliger ou forcer et faire en sorte que les gens... Et là, il y a un rôle qui est quand même totalement abandonné, qui est hallucinant par les opérateurs. Les opérateurs ont la clé de l'accès. C'est eux, c'est avec les cartes SIM d'Orange, d'SFR, de Free, de Bouygues qu'on accède à l'Internet. Et pourtant, ils ont totalement renoncé à ce privilège de l'accès. C'est incroyable, alors qu'eux, ils sont régulés, etc. Donc, quelque part, il va falloir que 2 ou 3 accords stratégiques arrivent. Pourquoi pas avec des opérateurs ? Pourquoi pas avec des services comme Spotify, par exemple ? Donc, c'est les gens et le contenu. Content is king, c'est les contenus qui font venir les gens. Et là, il va falloir que... Alors, peut-être que les chaînes publiques, peut-être que les médias... voilà. Et il va falloir donner, si on veut leur donner une chance à ce média, et c'est la... Thread, avec la puissance de Meta, il n'y a pas réussi. Donc il faut quand même se dire que si on laisse les lois du marché alors qu'on est très tard dans le monopole, où les habitudes sont déjà formées, où les gens ont le réflexe d'eux, et changer un réflexe, ça prend des années et des années, on ne va pas y arriver. Donc c'est là où le positionnement d'être contre, ça ne peut pas marcher. On va aller chercher tous ceux de moins de 15 ans. Pourquoi pas Non, mais un réseau éducatif, etc. Et puis faire un copycat, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, il y a d'autres outils qui ressemblent déjà. Donc faire un énième produit qui ressemble à, est-ce que c'est vraiment de l'air du temps ? Est-ce qu'on n'est pas en retard de guerre ? Est-ce que c'est pas l'idée de réinventer un truc mais avec les alliances. Tiens, je voulais vous écouter aussi sur un autre sujet, alors qui est un peu dans tout cet écosystème, c'est Visio. Visio, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la riposte souveraine de l'État pour sécuriser les communications entre agents publics et réduire sa dépendance à Teams et à Zoom. Alors, c'est une riposte technologique made in France. Alors, ça utilise la technologie de la start-up Pianote pour la transcription automatique. Il y a QTI, que l'on connaît bien ici, puisque notre actionnaire principal, CMA-CGM, a investi dans QTI avec Xavier Niel, avec Eric Schmidt, l'ancien patron de Google. Il y a pas mal de sécurité. Plutôt pas mal, ça, non ? Qu'est-ce qu'il faut y penser ? Moi, j'ai assisté chez Google quand, tout d'un coup, Larry Page s'est rendu compte que toutes les communications entre les employés de Google se faisaient avec le système Cisco, qui était vachement bien. Et il nous a tous forcés, c'était en 2011, il a foutu par terre les super belles salles de Cisco qui coûtaient des centaines de milliers d'euros. Ça s'appelait Poly. C'est marrant, j'en ai parlé tout à l'heure, pas Polyconférence. Et il nous a tous forcés à utiliser un truc qui a mis beaucoup de temps à marcher. Donc on s'appelait sur le téléphone en cachette pour faire des conférences. Même les clients n'arrivaient plus à leur parler, etc. Donc je pense que ce temps-là est passé et que la technologie maintenant est mature. Je pense que c'est essentiel, vu l'importance que portent les IA aujourd'hui, d'avoir des canaux de communication sécurisés, souverains, et qu'il n'y a plus grand-chose qui nous empêche de le faire. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Maintenant, c'est comme pour le réseau social d'avant, c'est les utilisateurs qui décident. Et donc si les utilisateurs ils ont décidé que c'était quand même beaucoup plus simple d'utiliser WhatsApp et de faire le truc, on va se retrouver dans une situation compliquée. Les utilisateurs, c'est les gens de l'État. Donc si tu obliges les administrations de l'État à utiliser une suite, ils vont l'utiliser. Alors pour travailler avec beaucoup d'administrations de l'État, ils ont leur téléphone dans un coin et ils font un réseau hors dehors du truc. Et... On est d'accord, mais il y a des réductions budgétaires aussi qui font qu'aujourd'hui, si tu leur dis maintenant vous arrêtez de prendre des licences diverses et variées et vous utilisez la suite numérique, pourquoi pas ? Je pense qu'il y a des leviers possibles. Je trouve que c'est une très bonne idée
idée. Moi, je l'ai regardé à quoi ça ressemble, et franchement, pour un usage classique, on va dire, de bureautique, et que ça fonctionne bien. Donc, moi, je trouve ça très bien. C'est une très bonne idée. Et en fait, c'est l'une des composantes d'une suite numérique sur lequel il y a tu vois, l'équivalent de Word, le Visio, etc. Et en fait, aussi, tu as un côté... Effectivement, dans la communication qui a été faite, ce sera une source d'économie, parce que tu n'as pas à renouveler, en fait, des licences je crois que c'était le CNRS, 34 000 licences Zoom qui vont basculer vers Visio. Bon, là, ça fait quand même. Ça fait pas mal d'argent. Et bon, on ne peut pas parler de ce sujet sans évoquer évidemment le contexte géopolitique actuel qu'on connaît, avec les sujets de dépendance aux technologies américaines. Après, ce qu'il faut voir, c'est l'adoption par l'utilisateur, et puis c'est aussi l'interopérabilité. Parce que moi, je me souviens d'un outil aussi. Tu parlais de Cisco, d'Orange, qui avait sorti aussi son jeu. Alors, ça a dû s'améliorer depuis, mais je me souviens que. Mais là, tu es sur du standard, c'est du LiveKit, c'est hébergé par du Outscale. Enfin, c'est du l'open source, ça fonctionne. Honnêtement, ça fonctionne. Ouais. Mais tu vois quand même plusieurs administrations européennes, par exemple la Cour internationale pénale aussi, qui avait annoncé basculer, alors pas sur ce système, mais un système allemand qui s'appelle Open Desk, où en fait c'est pareil, une solution allemande, souveraine, de bureautique, parce que d'ailleurs, il faut le rappeler, à la Cour internationale pénale, tu avais eu des magistrats en fait qui avaient été directement visés par des sanctions américaines, et dans ça, tu avais aussi des magistrats qui avaient dit de ne plus pouvoir accéder à leur compte Microsoft. Donc, tu as quand même cet enjeu souverain qui prend de la place. Ça peut marcher. Tiens, je rebondis. Thomas, tu étais à Davos l'autre jour. On a beaucoup parlé, évidemment, de souveraineté là-bas, de technologie aussi, de Donald Trump aussi. Mais tout ça, c'est un peu... Ça se mélange. Ça peut marcher, ça, selon toi, si tu te réfères à des discussions que tu as entendues la semaine dernière sur la tech, la souveraineté Aujourd'hui, donc déjà, ce qui va compter, c'est que le cœur du système, il fonctionne. On sait faire de la visio, de qualité, etc. Ce qui va compter, ça va être l'interface ou l'interopérabilité à la marche. En fait, c'est comment on bascule sur la vidéo. Donc, comment on passe de son compte Google ou de son mail en cliquant sur le mail facilement. Et donc là, le problème, c'est que, bien entendu, les Américains ne sont pas complètement débiles. Faire sortir de Teams, c'est compliqué. Donc, si on ne leur interdit pas de bloquer l'interopérabilité, quand vous cliquerez sur Teams, ça marchera. Et puis, quand vous cliquerez sur le truc Visio, ça ne marchera pas. Et donc, en fait... Bon, il faudra aller déclarer un compte et tout ça. C'est toutes ces obstacles, alors qu'on pourrait appeler en droit du commerce international les obstacles non tarifaires, c'est tous ces trucs-là que Microsoft maîtrise de folie. On l'a vu, comme on a basculé d'un navigateur à l'autre, ou grosso modo... Comment on a basculé à Teams de façon impressionnante. Alors, on a eu le côté forcé, parce que c'était le Covid, mais enfin, aujourd'hui, mais même parce ça a changé là. C'est arrivé... On allait à l'autre bout de Paris pour des réunions, maintenant on ne se pose plus la question. Et c'est arrivé avec une interopérabilité native, avec l'ensemble de la stack. Donc en fait, si on veut que ça marche, en fait, il faut soit de la régulation qui est appliquée, c'est-à-dire que l'interopérabilité est réelle et appliquée sous peine de sanctions, et ce qu'on n'arrive pas à faire, parce qu'on ne contrôle tellement pas toutes les couches intermédiaires qu'il va falloir se dire que nos amis américains, ils ne vont pas rester en disant « Ah ouais, c'est vachement bien que l'Europe, elle cherche son interopérabilité. Ah bah alors là, moi, je suis super content. Je vais perdre 100 millions d'euros de revenus, je ne vais rien faire du tout. » Donc en fait, on a un petit problème, c'est qu'on joue un peu à Don Quichotte. On dit « On va taper les moulins » et on ne s'attend pas. Enfin, on n'anticipe pas que les gens ils vont faire quelque chose pour que ça n'arrive pas. Comment ils vont riposter. Donc, quelque part, ce qui est important, c'est que si on fait ça, il faut que le cadre réglementaire, l'obligation qui soit donnée, etc., soit appliquée rigoureusement par les différentes entités juridiques. Ce qu'on a vu à Davos, c'était à peu près assez marrant. Très, très rapidement, oui. C'était que, grosso modo, toutes les multinationales américaines expliquaient qu'il y aura de l'IA partout, ça c'était à peu près, et que pour qu'il y ait de l'IA, il fallait acheter beaucoup de data centers, beaucoup de puces Nvidia, et que comme ça, tout le monde serait sauvé. Bon, ben voilà. Au moins, le message est simple et bien compris. Merci à tous les trois. Vous restez bien entendu avec nous. On repart pour encore une demi-heure de débrief. Et puis ensuite, on aura nos invités. On parlera tech et ciné ce soir. Et puis, on parlera aussi, pénurie des ophtalmos. Vous allez voir le lien avec la tech. Allez, on se retrouve tout de suite après. On a beaucoup de sujets. Les lunettes intelligentes Meta qui est accusée de vol de propriété intellectuelle. Tiens, il y a tout juste un an, DeepSeek, c'était l'effet Spoutnik. Ça avait tout cassé. On va en parler. Et notre dernier sujet, c'est Microsoft qui sort aussi son robot humanoïde. C'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, débrief de la tech, c'est reparti. Si vous avez manqué la première partie, vous pourrez la voir sur YouTube, puisque Tech & Co est sur YouTube déjà depuis plusieurs mois. Et évidemment, en replay, en podcast sur nos chaînes, tous nos sites BFM Business. Notre débrief avec Claudia Cohen, journaliste chez Bloomberg, Thomas Serval, PDG de Barracuda, et Damien Douanier, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos. Je voulais qu'on aborde un sujet sur les lunettes intelligentes. Alors, on en parle chaque semaine pratiquement. On était au CES, Thomas, on s'est croisé au CES, il y avait beaucoup de modèles. Et puis là, je peux vous dire que les Chinois, ils ne se posent pas de questions. Ils regardent la Meta Ray-Ban, hop, on va faire exactement la même. Un peu mieux ci, un peu mieux là, peut-être un peu plus légère. Enfin voilà, il y a beaucoup de copies. Et bien là, c'est Meta qui est accusé de vol de propriété intellectuelle et qui risque très gros. C'est une filiale, non, c'est pas une filiale, c'est une société qui s'appelle Solos et qui a repéré que des employés, alors ils auraient, pour la petite histoire, je vais le faire très court, ils auraient donné des produits Solos à des employés de Clé, donc ils font partie de l'environnement EssilorLuxottica, pour qu'ils testent tout ça. Et comme par hasard, quelques années plus tard, ils auraient retrouvé des technologies qu'ils avaient prêtées à Oakley pour qu'ils testent un peu tout ça dans des appareils, dans ces Ray-Ban Meta. La plainte mentionne qu'une chercheuse du MIT ayant travaillé sur les brevets de Solos a été recrutée par Meta. Enfin voilà, il y a tout un ensemble. Et alors, cette violation de brevet peut aller loin puisqu'on parle ça pourrait porter l'amende sur plusieurs milliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils font penser, Damien? Tu as regardé un peu ce sujet-là? Tu as toujours eu des guerres comme ça entre de boîtes qui se piquent. Parce qu'évidemment, ça ne sort pas n'importe quand. Oui, mais tu as eu Apple versus Samsung, tu as eu d'autres boîtes comme ça sur lesquelles il y a une boîte qui s'appelle Masimo versus Apple aussi, pareil, il y avait des brevets comme ça. Et puis aujourd'hui avec l'IA, d'autant plus, puisque maintenant tout le monde se pique les chercheurs d'IA, donc tu étais quelque part, tu arrives là-bas. Tu ne fais pas un reset de ton cerveau. Aujourd'hui, tu ne fais pas encore de la severance. Donc autrement dit, tu n'as pas un reset de ton cerveau et hop, tu repars à zéro. Donc il y a toujours cette question-là qui est intrinsèque. Est-ce que c'est surprenant? Je ne pense pas. La question de fond, c'est effectivement, il n'y a qu'une juridiction, qu'un tribunal qui peut vraiment regarder sur le fond les brevets et voir s'il y a une véritable, on va dire, similarité entre les deux. Est-ce que ce serait surprenant? Non, je ne pense pas. Non, après, on sait, les géants ont l'habitude de ce genre de choses. Ils vont les négocier, ils vont les... Thomas, comment tu vois ça? Toi qui distribue combien de brevets, Barracuda? 88. Mais en 2006, on a fait les premières lunettes connectées. Donc déjà, on a un précédent pour embêter tous ces trucs-là. C'est avec Essilor à l'époque. Et donc, quelque part, on a une bonne expérience de ça. Dans ça, la lecture, c'est que ça devient un vrai marché. Quand les trolls s'intéressent à vous, les trolls, c'est les avocats qui viennent, c'est que ça devient un vrai marché et que quelque part, on va avoir une bataille qui va ne pas cesser. C'est pareil, c'est passé la même chose dès qu'une technologie commence à marcher, il y a un énorme par terre, et je sais, j'y ai contribué, puisque de brevets qui ont existé, il y a plein de gens qui avaient déjà eu l'idée, etc. C'est normal, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le marché devient rentable. Après, sur ce cas particulier, c'est un problème technologique. Pour avoir discuté souvent avec les sociétés comme Google, Meta, Apple, c'est vrai qu'il y a toujours deux approches. Il y a la première qui est que tout le monde vient les voir. Et parfois, les gens sont un petit peu pas très précautionneux. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont expliquer à de très bons ingénieurs ce qu'ils font, parce qu'ils sont tellement contents d'être reçus par Google, Microsoft, etc. Et parfois, ils oublient qu'il faut signer un accord de confidentialité. Moi, pour signer un accord avec Meta, il faut en général 15 jours, 3 semaines, et il faut le relire. Et puis, tu nous racontes parfois un peu en coulisses, en off, les coulisses justement de ces négociations. Il faut le lire. Et parfois, ils ne vous donnent pas le choix. Soit vous l'acceptez tel que, soit vous ne travaillez pas avec eux. Mais vous avez très, très, très envie de travailler avec eux. Parce que quel succès de pouvoir être demain peut-être racheté. Et donc, quelque part, on va dire qu'il y a beaucoup de startups qui peuvent être un petit peu pas assez précautionneuses, des fondateurs qui parlent trop, des ingénieurs qui parlent trop. Et voilà. Donc ça, c'est business as usual. C'est business as usual. Après, il y a le fait qu'il y a des stratégies autres que quand une boîte a raté son lancement commercial, sa deuxième vie, c'est j'ai quand même déposé des brevets, je vais essayer de me refaire avec les brevets en disant vous avez violé mon brevet. Rappelez-vous Nokia, ou même portefeuille de brevets incroyable. À un moment donné, Microsoft gagnait plus d'argent sur Android que Google.
par ces brevets, parce que Microsoft avait raté le téléphone, mais avait réussi à poser tellement de brevets que c'était eux qui gagnaient plusieurs milliards. Sur ce que tu disais, il y a une super série sur Google Earth où en fait ils montrent que ce seraient des Allemands, en fait, des jeunes Allemands qui auraient inventé la technologie à la base de Google Earth. Et ils te montrent une scène où effectivement des fondateurs ont été imprudents à une soirée. Enfin bon, voilà, mais c'est assez intéressant. Et après, pour revenir aussi sur ce que tu disais, c'est vrai que aussi, du coup, Solos propose aussi ces lunettes qui ont moins de succès, qui se vendent quand même. Il y a une force commerciale, mais qui ont beaucoup moins de succès de Meta. Donc effectivement, tu peux te dire, est-ce que si ça avait vraiment décollé pour eux et qu'ils avaient pris le lead sur le marché, est-ce qu'ils auraient fait ce type de démarche? Ensuite, ce type de démarche, c'est assez commun et finalement, ça... des cas extrêmes, des situations où la justice, parce qu'ils demandent beaucoup d'argent, mais ils demandent aussi à ce que en fait, ce soit arrêté, la commercialisation de la lunette. Des cas comme ça. Je peux expliquer comment ça se settle. Donc, pour avoir été familier de... Moi, j'ai mes brevets qui sont violés par telle ou telle multinationale, donc je vis au quotidien. Donc, déjà, pour faire un brevet, pour défendre son brevet, il faut aller aux États-Unis et il faut aller au Texas. Parce qu'au Texas, on peut avoir des milliards de dommages et intérêts. Donc, c'est soit en Californie ou au Texas, mais c'est mieux au Texas pour le petit. C'est David contre Goliath, le Texas donne plus. Les bons conseils de... Deuxième truc, le coup que tu aies raison ou tort d'entrer dans une litigation avec un grand ou un petit, c'est 5 à 10 millions de dollars. Donc, il faut aussi que la société ait ses moyens, que tu aies raison ou tort. C'est-à-dire, quelque part, ça ne change rien. Donc, ça veut dire que derrière ça, il y a des avocats ou il y a des investisseurs qui sont en train de miser sur ce truc-là. La troisième chose qui explique pourquoi, c'est qu'il faut aussi une application commerciale. Le brevet est invalide s'il n'est pas exploité. Donc, cette boîte a peut-être décidé de lancer, même après Meta ou juste avant, pour dire je suis dans ce marché, il m'empêche de gagner des parts de marché, etc. Parce que sinon, il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de dommage et intérêt. Donc, il y a toute une série de choses qui sont tout à fait conformes à ce qui gagne dans ces cas-là. C'est toujours les avocats. Alors ça, c'est 100% des gagnants. C'est classique, ça. C'est eux qui financent c'est le cas pour nous, c'est eux qui créent même des fonds d'investissement spécialisés dans le trolling. Ils vont aller chercher, voilà. Et après, la plupart de ces trucs-là, et c'est pour ça qu'il faut demander des milliards, se résout... En égo. Et donc, plus tu demandes, plus tu as de chance d'avoir un petit peu quelque chose. Mais il faut bien se dire que de l'autre côté, il y a des armées d'avocats extrêmement brillants. Oui, qui peuvent même bloquer les brevets. Solos pourrait se retrouver avec des brevets bloqués parce qu'ils vont trouver la petite faille. Et Thomas, et l'option de dire le grand... le Goliath se dit j'en ai rien à faire, moi j'ai un marché un peu lourd, j'y vais, puis on verra bien. Oui, on va peut-être violer un ou deux brevets, c'est pas très grave, on verra bien ce qui va se passer après. En gros, on fonce, la loi classique de la Silicon Valley, on y va, on fonce, on casse des choses et puis on s'excusera après peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas non plus cette possibilité-là? Ils le font tous. Venant d'un grand acteur comme Meta, ça ne m'étonnerait très peu. La réalité, c'est qu'il y a deux sujets. Il y a de la violation de propriété intellectuelle et la violation de brevet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un brevet devient public que 18 mois après sa première publication. Donc en fait, de bonne foi, ils ont avancé, ils ne savaient pas que le brevet existait. Et quand on fait une innovation, en fait, on a une connaissance très limitée de ce qui existe. Donc c'est vrai que peu à peu, le brevet, c'est pas je dépose un brevet, c'est je dépose une demande de brevet, il y a un inspecteur de l'USPTO il y a une discussion, et puis finalement, l'inspecteur il peut dire ça c'est pas nouveau, je te le donne pas. Et donc quelque part, c'est vrai que tu n'as pas le choix, que tu sois grand ou petit, tu avances, et puis après tu vois s'il y a un marché, et puis après tu vois s'il y a des gens qui t'embêtent. Et parfois, on arrive dans des trucs où on est dans un domaine où il y a trop de brevets, ce qui était probablement le cas. Et là, soit on ignore ce qui existe, soit on essaie déjà de trouver un petit chemin pour trouver, pour trouver une chance de y arriver. Ce que je veux dire par là, c'est que, c'est totalement normal. 2, les gros, ils sont attaqués parce que c'est là où il y a l'argent, que d'habitude. Ils ont un système immunitaire qui est assez bon pour le faire. Et si jamais ils trouvent que c'est très abusif, ils peuvent complètement ruiner cette boîte-là en mettant une armée de contre-propositions et les sortir du business. Et on est quand même dans les fauves trumpiens, et donc quelque part les gens ne sont pas très gentils. Eux, ça fait connaître encore plus leur marque aussi, parce que moi personnellement, je n'avais pas tellement suivi les lunettes de Solos, du coup j'ai regardé, etc. C'est quand même un peu moins cher aussi que l'offre de Meta et Luxottica sur les Ray-Ban. Et il faut dire quand même que c'est un immense succès, le partenariat Meta et Essilor. Mes collègues de Bloomberg aux États-Unis ont sorti un article la semaine dernière en expliquant qu'ils allaient doubler en fait la cadence de production
pour répondre à la demande, en fait, que ça allait passer à peu près 20 millions d'unités de production. Je pense que c'est bien Donc, aussi pour ça qu'il y a cette plainte qui arrive au bon moment. Après, je regardais le débauchage ciblé. On l'a déjà vu, c'était Tesla qui s'était fait avoir pour ses poids lourds parce qu'il y avait une personne. Non, Uber. Il y a Uber et Google, avec des gens qui partaient avec des dossiers entiers. Il faut voir que la réglementation en termes de non-débauchage aux États-Unis est quasiment inexistante. Par contre, il y a un accord dans la Silicon Valley qui a été invalidé par les juges. Brisé, ouais. Voilà. Qui, en fait, on s'interdisait de le faire, et puis finalement, les juges ont dit non, c'est contre la loi concurrentielle. Et donc, un Européen verrait le débauchage d'un cadre comme un viol absolu. C'est très difficile de faire condamner quelqu'un aux États-Unis pour débauchage. Alors, autre sujet sur lequel j'aimerais bien vous entendre, ça va faire 1 an. L'onde de choc DeepSeek, souvenez-vous, donc une IA chinoise qui arrive sur le marché. Alors, soi-disant développée avec très très peu de moyens. Rappelez-vous, on était il y a 1 an, OpenAI nous racontait que ChatGPT, on mettait des centaines de milliards et tout d'un coup, on a un acteur chinois qui arrive en disant nous, on a développé notre LLM tout aussi puissant, voire plus que le ChatGPT. On devait être en version 4.2 ou 4.4 à l'époque. Mais nous, ça nous a coûté quelques millions de dollars. Alors, en creusant un peu, ça a dû leur coûter un peu plus, ça se coûtait plutôt en dizaines de millions. Quoi qu'il arrive, c'était beaucoup moins que les milliards de OpenAI. Et puis, on a appelé ça l'effet Spoutnik, parce que tout d'un coup, c'était allé à la grande époque de la course spatiale, où tout d'un coup, au jour, les Américains en parlaient, puis un jour, les Russes, pouf, ils envoyaient quelqu'un dans l'espace, et ça a perturbé tout le monde. Et puis là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. On a l'impression que le soufflet est un peu retombé, non, Thomas ? Alors, je pense que l'effet Spoutnik, il est très important. C'est-à-dire que quelque part, ce que DeepSeek a ouvert comme brèche, c'est la possibilité pour des modèles open source de concurrencer des modèles fermés. Alors, il y avait Meta qui avait essayé avec Llama, avec Yann Lequin, etc., avec Llama, et qui s'était un peu épuisé parce que Meta avait des problèmes internes, et cette start-up, qui était aussi liée à un hedge fund, donc ils avaient quand même des moyens assez significatifs, a fait un exploit qu'il a totalement documenté, et il a ouvert la voie, et c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas se tromper, il a ouvert la voie maintenant à l'excellence des modèles chinois d'IA qui sont tous open source. Donc en fait, maintenant, DeepSeek, c'était le pionnier de l'open source de l'IA chinoise, qui s'est maintenant complètement antagonisé avec maintenant le monde totalement fermé. Proposé d'ailleurs par des Microsoft, proposé par tout un tas d'acteurs. Mais qui s'est quand même antagonisé avec le modèle maintenant totalement fermé, parce que Llama a décroché de la course, du modèle américain. Et il y a des gros débats, enfin on a discuté beaucoup avec Yann Lequin, etc., à Davos et avant, il y a des gros débats, parce que quelque part, en fait, la peur des modèles open source venant d'Amérique filés aux Chinois, ce qui a été accusé Llama, c'était de donner un moyen aux armes chinoises d'être meilleures que les armes américaines, parce que les applications sont... Voilà. Donc maintenant, on a deux mondes. On a le monde open source chinois qui, de mon point de vue, est probablement meilleur, même si les Chinois ne la ramènent pas, que le monde... On parle beaucoup du monde du LLM d'Alibaba, la Qwen. Mais il y en a plusieurs. C'est la profusion de modèles qui n'ont pas la force marketing d'un ChatGPT, etc. Donc ils sont moins connus par le grand public, mais par contre, si tu regardes les articles de recherche, tous les modèles de recherche, tout le monde en recherche travaille maintenant sur les modèles de recherche. Ça a galvanisé un peu l'écosystème, c'est ça, on peut dire? Ouais, je pense que tu avais une question quand il y a eu l'électroshop de DeepSeek, c'était de se dire, mince, est-ce que en fait, finalement, on peut faire la même chose, mais pour moins cher? Et donc, il y avait une crainte, notamment des marchés, on avait vu certaines valeurs s'effondrer en bourse, se dire, est-ce que ça veut dire ils avaient perdu 30% ou 40% en une journée? Exactement, et la crainte, c'était de se dire, est-ce que tous les gros mastodons américains vont en fait arrêter d'investir, tu vois? Est-ce qu'on a parié sur des investissements qui n'arrêtent pas d'augmenter dans les prochains mois? Est-ce que finalement on a parié sur la mauvaise technologie? La réponse est non. Comme tu disais, je pense qu'il y a deux écoles différentes, et ce qui est très intéressant à regarder, j'ai été voir un peu les articles de presse que j'ai traduits de DeepSeek. Eux, ils vont sur un marché, notamment sur le marché africain. Ils adressent des marchés sur lesquels effectivement il y a aussi des besoins en IA,
IA, mais sur lesquels on est prêt finalement à payer moins cher, sur lesquels il n'y a pas besoin d'avoir des licences qui coûtent une fortune, sur lesquels on est sur un modèle open source. Et je regardais, il y a des articles très intéressants dans la presse asiatique sur DeepSeek qui va charmer les startups en Afrique, l'écosystème en Afrique, qui est d'ailleurs un continent qui, ces dernières années, sur plusieurs sujets, que ce soit tech ou financier, est un peu plus délaissé quand même par les acteurs occidentaux. Aujourd'hui, il est entièrement pris par les Chinois. Exactement. Donc je pense qu'on est sur juste deux stratégies différentes et que finalement ces deux types de développement technologique vont coexister, mais juste d'une façon différente, peut-être sur des géographies différentes aussi. Et puis ils ont, enfin moi je trouve qu'ils ont pas mal joué DeepSeek, parce que pour avoir appelé un peu certains patrons informatiques disent que les développeurs ils aiment bien DeepSeek, hein, justement, ils sont assez interopérables avec tous les API d'OpenAI. Je parlais tout à l'heure de Microsoft, je me souviens, on aura tout à l'heure Xavier Perret, qui est le patron de Azure, de l'IA chez Microsoft, et qui lui-même avait dit à l'époque, mais nous, ça y est, DeepSeek, on l'a mis en proposition, voilà, pour ceux qui veulent dans Azure. Donc voilà, ils ont eu cette intelligence aussi, d'être, grâce à l'open source, d'être assez ouvert. Alors l'open source, après, il y a la version aussi bridée, qu'on trouve en application. Il ne faut surtout pas lui poser des questions sur Tiananmen. J'ai testé. Par contre, la version ouverte, effectivement, la version open source, elle fonctionne très bien. Moi, je me rappelle très bien, j'étais à la place de Claudia, quand le soir où on en a parlé. Et effectivement, il y a, quand tu disais effet Spoutnik, ça a mis, à mon sens, sur l'échiquier mondial d'un seul coup la Chine. En disant, ah ben non, ils sont sérieux en fait, ils font des trucs bien. Et ils font des trucs bien, qui fonctionnent, qui sont potables. En open source, tu as aussi les Français quand même, tu as Mistral qui a fait quelques modèles. Mais c'est vrai que d'un seul coup, ça a positionné sur l'échiquier qui était principalement vu comme américain, un compétiteur sérieux. Et vu comment aujourd'hui il y a une certaine défiance qui se met en place petit à petit sur les acteurs américains, c'est intéressant de voir comment éventuellement ça peut tourner. Ouais, après, je pense que ça a aussi permis aux Américains de dire, tiens, on peut peut-être aller vers des modèles plus frugaux. Parce que ça aussi, les Américains, c'était on a du cloud, on a des puces et on y va. Un changement, puisque OpenAI, elle s'est mis à sortir des modèles open source, s'est mis à sortir des petits modèles, des modèles frugaux. Mais maintenant, alors pour revenir encore sur l'anecdote de Davos, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, les Américains essaient de repartir dans leur narratif guerre des étoiles, plus de trucs, plus de machins. Ce qui est clair, c'est que DeepSeek, DeepSeek n'est que un des 15 ou 20 modèles chinois de niveaux mondiaux qui sont maintenant disponibles. Et encore une fois, il faut regarder les papiers de recherche en IA, parce que nous, on a toute une grosse équipe qui travaille en IA. Ils sont tous basés sur des moteurs chinois. C'est-à-dire les gens ne font quasiment plus de R&D, recherche, sur des modèles OpenAI, parce que c'est trop coûteux, etc. Il reste quand même, et c'est très important ce que tu as dit, il reste les datas d'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, la bataille qui est en train d'avoir lieu et sur lesquels finalement être DeepSeek c'est pas vraiment un avantage, c'est d'avoir toutes ces bases de connaissances que sont en train de préempter les acteurs américains à coût de milliards de dollars. On a vu j'ai vu qu'NVIDIA a été rattrapé parce qu'ils ont piraté je sais plus combien de téraoctets de livres. Et ils sont tous en train ils ont tous fait ça, comme YouTube avait à l'époque tout violé, toutes les copyrights. Là la bataille est en train de un peu se fermer, et c'est vrai que c'est la qualité de la donnée qui fera la qualité des moteurs. On a de moins en moins de différence, on le voit bien aujourd'hui, entre les très bons moteurs du top 5, dont Grok, dont certains, dont DeepSeek. Et donc c'est vrai que ça va être la qualité de la donnée. Et pour le moment, les Américains sont en train de reprendre la main. Et puis ça avait réveillé aussi tout le monde au niveau des processeurs, parce que tout le monde disait ça ne peut fonctionner que sur avec les derniers haut de gamme GPU, et des GPU Nvidia. Puis d'un coup on se dit ah ben non, finalement avec des H200, des H100 un peu trafiqués, on peut y arriver. Et puis tu vois, quand tu parles avec des investisseurs européens, le grand sujet en ce moment c'est les investisseurs dans les data centers. Est-ce qu'il faut mettre tout son argent ? Et en fait tu as beaucoup notamment à qui j'ai parlé, d'assureurs européens, tu vois, d'investisseurs un peu plus prudents qui te disent, nous, en fait, on voit tous les 4 matins des news sur les modèles chinois, news sur les modèles américains. Est-ce qu'il y aura un scénario dans lequel il y aura un gagnant ? Et du coup, qui se disent qu'il ne faut pas forcément investir dans un data center, même si c'est en Europe, qui est fait pour une technologie spécifique, pour un modèle de langage spécifique, pour un acteur spécifique, même s'il est américain. Et du coup, je pense que DeepSeek, ça a participé, comme tu disais, à mettre sur le devant de la scène le fait que, et comme tu disais au fil, finalement, il y a des dizaines de modèles qui sont très efficaces, et il n'y aura peut-être pas un gagnant, ou s'il y en a, du coup, il ne faut pas avoir parié sur le mauvais. Quoi. Je reviens juste un moment sur Davos où tu étais la semaine dernière, Thomas. Est-ce que justement, la tech, alors omniprésence des Américains, omniprésence de la tech, omniprésence de la tech américaine, est-ce que les discussions sur ce poids chinois que l'on connaît, ce contrepoids, nous, l'Europe un peu coincée au milieu, est-ce que ça se ressentait à Davos ? Alors, ce qui était très intéressant, c'est que déjà, la stratégie IA des Chinois,
c'est low profile. Il faut, et ça, c'est pas dû à Davos. Et je mets l'IA partout, dans l'industrie, dans les voitures. On était à la soirée France, il y a Yann Lequin qui était présenté à un grand patron de la tech chinoise, parce que quelque part, il y a vraiment des envies de collaboration avec des trucs non américains, et le front non américain est en train quand même de on le voit dans plusieurs domaines. De se développer. Et alors, on n'a pas parlé, on devrait en parler beaucoup, des Indiens qui, eux, sont en termes de logiciels, pas avec des modèles, mais clairement à la manœuvre. Ursula von der Leyen est en Inde là aujourd'hui. Alors, pour tout un tas de produits, ils ont un petit peu parlé de développement informatique. Il y a l'AI Summit en Inde, mi-février, qui va être le truc dont on parlait quasiment. Les gens de Davos se disent « Ah, on se retrouve dans 15 jours au AI Summit ». C'était vraiment... D'ailleurs, j'ai croisé Clara Chapaz, là, tout le monde y va, c'est là où ça va se passer, etc. Et donc, c'est clair qu'on a le bloc américain. Trump est venu avec ses startups autour de lui. Il avait Microsoft, Nvidia, c'est comme il est venu... maintenant, le complexe militaire ou industriel américain, qui à l'époque était Lockheed Martin, Boeing, etc., maintenant, c'est Microsoft, Nvidia, la tech. Oui, il y avait Tim Cook, Satya Nadella, ils étaient l'IA est weaponized, comme disaient les Américains, c'est devenu l'instrument de la puissance géopolitique. Et donc, les Européens, malheureusement, on a eu le lancement d'Amilabs de Yann Lequin, qui va être un gros succès, mais Mistral, qui était présent, qui essaye de faire des accords avec beaucoup de pays en Europe. Mais c'est vrai qu'en termes de puissance marketing, c'était invisible. Les grands cabinets de conseil, qui eux ont un problème d'existence, qui essaient d'aider les KPMG, McKinsey, qui sont en train de se dire à quoi on va servir. Parce que Capgemini qui a annoncé plusieurs milliers de postes de licenciement la semaine dernière. Voilà, et donc quelque part, qui sont en train de retravailler des partenariats. Donc est-ce qu'ils vont travailler avec Mistral, est-ce qu'ils vont travailler... Ils ont besoin de travailler avec tout le monde. Tu parlais de faut pas choisir un modèle, parce qu'en choisissant un modèle, on se ferme de l'essentiel du marché. Donc c'était un peu ça. On était un peu en train de jouer au go. Chacun mettait ses pierres pour éviter d'être encerclé. Et puis, comme Trump a aliéné à peu près tous les Européens essayaient de voir comment on faisait des solutions sans Trump. Bon, alors il y a un autre sujet, j'aimerais bien vous entendre ce soir. On aime bien parler de ce sujet-là, notamment tous ceux qui étaient au CES. Alors, j'arrête pas de parler du CES, mais c'est vrai que c'est quand même le grand rendez-vous de l'année. C'est les robots humanoïdes. Et là, alors, on va prendre comme déclencheur d'actualité le RAW Alpha. C'est le robot humanoïde de Microsoft qui a été annoncé. Alors, c'est plutôt pour la recherche. Au début, on n'est pas encore dans un robot que vous allez avoir un peu comme votre Windows à la maison. On verra comment tout ça, mais c'est l'occasion quand même de revenir sur toutes ces machines que l'on a vues à Las Vegas. Moi, ça m'a vraiment complètement subjugué. Alors, certaines sont lentes, sont imprécises et tout ça, mais c'est la vitesse à laquelle cela va aujourd'hui. Il y a un an, on n'en avait pas autant. Alors, 60% des robots présentés à Vegas étaient chinois et on les voit avancer. Et puis ça y est, on entend les premiers chiffres qui sortent. Un marché mondial de 2,4 milliards en 2023, 20 milliards en 2028, 100 milliards en 2033. Des robots plus mobiles, plus agiles, mieux intégrés, multisecteurs. Aujourd'hui... oui, la Chine y va à fond parce que leur démographie baisse un peu, donc déficit de présence humaine. On a un peu plus confiance aujourd'hui en l'apparence. C'est un robot qu'on va pouvoir contrôler à distance, donc si on a envie de l'arrêter, on l'arrête. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, ça nous séduit un peu plus. Oui, c'est comme l'IA en fait. L'IA, il y a 3 ans, l'IA générative, d'un seul coup, waouh, ça sort, mais ça fait 50 ans qu'il y avait des gens qui travaillent dessus. La robotique, ça fait des années, je veux dire, l'automatisation des chaînes de montage automobiles, par exemple. La robotique, ça fait longtemps que ça existe. Mais voilà, il y a tout un chemin nécessaire pour en arriver à un marché grand public ou à des produits, on va dire, qui s'intègrent eux-mêmes des technologies plus modernes ou plus intelligentes, si on peut dire. Donc, ça y est, on commence à se dire que ça commence à être mature, que les étoiles commencent à s'aligner, c'est assez intéressant. Bon, il y a quand même un peu de l'esbrouf sur certains robots où, en gros, tu comprends que c'est quelqu'un qui est là-bas à distance. C'est comme une voiture télécommandée, mais c'est quelqu'un qui fait le repassage à ta place. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est de voir l'évolution de ces modèles, et notamment si tu penses au modèle de Microsoft qui dit essayer de percevoir son environnement, c'est une validation pour moi, tu parlais il y a quelques instants de Yann Lequin, de la perception, de la vision à 10 ans de Yann Lequin, qui sont les fameux world models, donc en gros des modèles évolutifs autres que les LLM aujourd'hui, qui permettent de comprendre leur environnement pour être capable de faire quelque chose de par eux-mêmes. Et je pense que quand on va arriver à cette étape-là, ça y est, on y sera. Claudia ?
on est vraiment en train de passer un cap à l'échelle industrielle. Il y a eu un partenariat, par exemple, qui a été annoncé entre Airbus et l'entreprise chinoise UBTech, justement pour tester en fait l'utilisation de robots dans la chaîne aéronautique. Donc, tu vois, moi, je pense que vraiment le déclenchement, en tout cas côté professionnel, c'est les grands partenariats avec les entreprises européennes qui osent y aller, parce qu'on a vu les exemples d'entreprises américaines qui sont allées depuis un moment. Là, on commence à voir des entreprises européennes, des entreprises françaises dans des secteurs stratégiques qui commencent à y aller. Et après, moi, évidemment, si on pense à Davos, moi, je retiens juste l'annonce d'Elon Musk qui dit que en 2027, on va tous avoir il commercialisera les robots humanoïdes chez nous. Alors, il donne la date 2027, c'est peut-être pas 2027. Et l'autre, il a dit, ça fait 10 ans que les voitures vont rouler tout seul. Mais on y arrive. Bank of America dit 1 million en 2030, 3 milliards en 2060. Alors, ils disent pas si c'est des robots manufacturiers ou robots compagnons. Moi, j'avoue que j'y croyais moyennement, en se disant ça arrivera un jour certainement. Là, j'y crois beaucoup plus. Hein. On a beaucoup débattu de ça, je me rappelle, à Davos, à Las Vegas. Les 3 trucs, c'est que les robots militaires sont en train d'exploser, le premier d'entre eux étant les drones, et c'est ça qui va driver l'essentiel, un peu comme ça a été le cas pour l'Internet, etc. Là, toutes les armées du monde se rendent compte qu'elles ne seront plus compétitives et combatives si elles ne rattrapent pas leur retard en robotique. Le drone est le premier des robots, c'est celui qui rend essentiel le truc. Donc là, ce qui va se passer, c'est un effet domino. C'est d'abord les robots militaires. Quand on s'intéresse aux militaires, il y a la chaîne logistique, il y a la défense aérienne, il y a les robots maritimes, aériens. Donc ça, on n'osait pas. C'est assez marrant. Hein, on n'osait pas y aller parce que le soldat était beaucoup mieux, etc. Le prix d'une vie devient exponentiel. Les démocraties occidentales n'acceptent pas qu'on perde des êtres humains, en particulier les Américains. Là, la guerre en Ukraine, ça a été vraiment le tipping point et c'est le point le plus important parce que ça a libéré toutes les choses. La deuxième chose, c'est que à l'initiative des Chinois depuis 10 ans, avec 3 plans quinquennaux, ils sont à fond sur la priorité robotique pour les raisons qu'on a dit sur les chaînes de fabrication. Oui. C'est ça qui aujourd'hui rend la chaîne de fabrication. Un peu en baisse, mais ça rend la chaîne de fabrication chinoise. Et alors, il n'y a pas que l'industrie, il y a l'industrie et l'agriculture. On oublie, ça c'est un truc qu'on ne voit pas. Et la santé. On va dire, et tu as la vieillesse. Au Japon, notamment. Absolument. Sur la vieillesse. Mais la vieillesse, ils essaient depuis très longtemps et ça n'a pas entraîné. Là, on est sur des milliards d'euros. Moi, j'ai été voir les plus grands fonds de Shenzhen. Et au lieu de me montrer les derniers wearables et lunettes, ils m'ont montré des robots agriculteurs. Ils m'ont montré des robots dans les usines, dans la logistique. C'est vrai, ils m'ont montré ça en disant voilà. Et après, c'est ça que j'ai vu moi à Vegas. Certains sur le bien-être, certains sur l'éducation, mais des robots. C'est ça la grosse tendance. Et après, il y a le pari qui focalise toutes les imaginaires et on voit bien quel les robots. C'est le robot humanoïde. C'est très marginal en fait. Il faut bien se rappeler que c'est complètement marginal par rapport à l'adoption de la robotique. Ça, j'avais expliqué que Google s'était retiré à cause de la peur de Skynet et de Terminator et qu'on avait eu peur pour la marque d'afficher des robots humanoïdes. Ça commence à revenir timidement avec les personnes âgées, etc. Mais par rapport à l'importance qu'aura la robotique, se concentrer sur le humanoïde, c'est se tromper de la révolution industrielle. Je pense qu'on aura dans notre cuisine des robots, des bras robotiques. Visuel, pour donner quelque part une sorte de concrétisation, mais tu as raison, ça va être quelque chose qui sera marginal au regard de ce qu'on voit derrière nous, là, qui sont des bras robotisés, mais qui vont pouvoir faire des choses autres. Et puis surtout sociétal, c'est surtout un nouveau chapitre du monde si demain on vit avec un robot chez nous, quoi. Bien plus que si ou des bras robotiques en tout cas qui vont nous ouvrir la porte, qui vont nous faire. Mais c'est un expert qui me disait ça l'autre jour. Aujourd'hui, il faut avoir une stratégie IA, une stratégie quantique et une stratégie robotique. Voilà. Tu vas créer toutes les entreprises. Voilà. Merci en tout cas à tous les 3. Thomas Serval, PDG de Barracuda, Claudia Cohen, journaliste chez Bloomberg, Damien Douani. Tu vas pas en Inde a priori, si. Si, tu viendras nous raconter tout ça. C'est à quel endroit en Inde? À New Delhi. New Delhi. Oui, BeConnect, tiens, allez voir en replay l'émission qu'on avait fait ensemble dans Tech & Co Business pour comprendre cette plateforme. Si vous avez des idées d'objets connectés, bien la plateforme BeConnect est faite pour vous. Donc Thomas Serval, PDG de Barracuda, Claudia Cohen, journaliste chez Bloomberg, et Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative avec 2 I, fondateur de Topos. Merci à tous les 3 infiniment d'avoir été dans un débat passionnant. On va parler d'ophtalmologie tout de suite avant de retrouver tout à l'heure Xavier Perret pour nous parler de tech et ciné. À tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Tech Co, la quotidienne, Tech Flash. Allez, on attaque cette dernière demi-heure de Tech Co, la quotidienne, avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir Fred et bonsoir à tous. Et à la une, les réseaux sociaux bientôt interdits aux moins de 15 ans. C'est ce que s'apprêtent à voter en ce moment même les députés à l'Assemblée nationale. Un texte qui pourrait entrer en vigueur dès la rentrée prochaine. Reste maintenant à savoir comment appliquer cette loi. Car selon la Commission européenne, la France ne possède pas les cartes pour obliger les plateformes à vérifier l'âge des utilisateurs. On reste en France avec Visio, un logiciel de visioconférence présenté aujourd'hui à Bercy. L'outil doit être déployé d'ici l'année prochaine avec un objectif clair, remplacer Teams ou Zoom au sein de l'administration. Une solution 100% française qui à terme sera imposée à tous les services de l'État. Et puis coup dur pour Meta et EssilorLuxottica qui sont accusés de vol de propriété intellectuelle. Et oui, par Solos, un fabricant de lunettes connectées basé à Hong Kong. Selon l'entreprise, certaines de ces innovations auraient été reprises sans autorisation pour développer les fameuses Ray-Ban Meta. Une plainte a été déposée aux États-Unis où Solos demande plusieurs milliards de dollars de dommages et intérêts, avec une injonction pouvant aller jusqu'à bloquer les ventes sur le territoire. Toujours aux États-Unis, Tesla abandonne son système d'aide à la conduite, une fonctionnalité d'autopilote qui était jusqu'à maintenant incluse dans tous les véhicules depuis 2019. Elle permettait notamment le régulateur de vitesse et le maintien de la voiture dans une voie sur l'autoroute. Un choix stratégique car Elon Musk veut désormais tout miser sur le FSD, sa conduite autonome supervisée, vendue par abonnement à $99 par mois. Et enfin, dans l'actualité des jeux vidéo, l'heure est à la restructuration chez Ubisoft. Après avoir annoncé la semaine dernière l'arrêt de 6 jeux, le report de 7 autres et la fermeture de 2 studios, le géant français du jeu vidéo annonce désormais un plan de départ volontaire. 200 postes vont être supprimés en France, ce qui représente environ 20% des effectifs. Et pour finir, on reste dans le jeu vidéo. Rendez-vous sur la chaîne YouTube BFM Tech avec Multijoueur, l'émission de Mélinda Davansoulas. Et au programme cette semaine, justement, les jeux français qu'on attend le plus en 2026. On écoute un extrait. Est-ce qu'on va avoir notre clair-obscur 2026 ? Honnêtement, je pense pas. Tu peux pas en fait t'attendre à ce qu'il y ait un tel engouement planétaire en fait d'une telle ampleur chaque année. C'est pas. Tu veux dire qu'on n'est pas assez fort pour ça ? Aïe, 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 aïe. Non, mais. Non, je le taquine. Il y avait quand même quelque chose chez Expédition 33 qui était assez exceptionnel parce que au-delà en fait du jeu, il y a tout un phénomène en fait autour de la musique. Il y a un alignement des planètes absolument parfait sur ce jeu. C'était porté aussi par un casting de gens qui étaient quand même relativement connus à leur échelle, Charlie Cox, Andy Serkis. Je pense pas qu'il y ait un jeu français qui ait en fait l'ambition et les moyens de ses ambitions en fait pour faire quelque chose d'une telle ampleur cette année et atteindre les sommets stratosphériques qu'Expédition 33 a atteint. Voilà, passionné de jeux vidéo, allez retrouver cette émission multijoueur sur le site BFM Tech. Allez, tout de suite, on va parler ophtalmologie avec notre invité. Tech Co, la quotidienne, l'invité. On parle beaucoup de déserts médicaux aujourd'hui, alors dans tout un tas de domaines. Alors, tiens, on en parlait ce matin sur BFM Business dans le domaine de la dermatologie. Eh bien, c'est aussi le cas dans l'ophtalmologie. Et on va parler de Lileo, une solution de télé-ophtalmologie avec vous, Jean-Valérie Desens. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre d'être avec nous. Vous êtes cofondateur donc Lileo. Alors, si vous écoutez en radio, voilà, ça s'écrit L-Y-L-E-2-O. Alors, vous êtes opticien de formation, vous avez vous-même des boutiques des boutiques d'optique justement, et puis un beau jour vous êtes dit mais voilà, on a quand même un souci en France, on n'est pas tous égaux devant l'ophtalmologie, il y a de moins en moins d'ophtalmos partout. Peut-être que nous, magasin d'optique, on peut résoudre ça grâce à la technologie. C'est de là dont est venue l'idée de... Vous avez parfaitement décrit la situation. Voilà. Je suis opticien, j'ai des magasins, une enseigne La Branche. Et dans mes magasins, j'ai fait le constat de la carence en ophtalmologie sur le territoire français. Il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, vous avez 55 départements
où il manque d'ophtalmologistes. Vous en avez 8 qui répondent même pas à 50% du besoin, et il y en a un, la Haute-Saône, qui répond à 25% du besoin. Ouais. Je pense même à l'île de Mayotte, où vous avez 300 000 habitants, et vous savez combien il y a d'ophtalmologistes ? 0. Ah oui. Et donc, c'est une vraie problématique. Alors qu'on a un vrai souci. Enfin, voilà, on sait que les écrans, on est moins à la lumière du jour, donc on s'abîme les yeux. Exactement. En fait, on est en pleine pandémie de myopie, donc il y a un besoin qui est de plus en plus important, et on a voulu répondre à cette situation en participant à la lutte contre les déserts médicaux. Alors justement, que fait l'ILEU ? En fait, l'ILEU, c'est très simple. C'est une solution de téléexpertise qui va mettre en relation un patient avec un ophtalmologiste par l'intermédiaire d'un opticien directement dans le magasin d'optique. En fait, pour vous la faire claire, vous êtes patient, vous n'avez pas d'ordonnance et vous avez besoin de faire vos lunettes, eh bien vous allez vous rendre chez un opticien qui a un contrat avec l'ILEU. Il y en a 1600 en France, un opticien sur 8. Et l'opticien va vous permettre de faire un parcours de téléexpertise. Ça veut dire qu'il va vous poser un certain nombre de questions. Vous allez répondre à un questionnaire médical où il y a 200 items, donc très détaillé. Ils vont ensuite faire un examen de votre correction visuelle. Oui, parce qu'ils ont déjà les appareils. On a les appareils en magasin pour le faire, exactement. Ensuite, il va collecter vos anciennes données, l'histoire de la santé de votre œil, si vous avez une histoire de la santé. Et puis, c'est l'ensemble de ces éléments vont être transférés de manière sécurisée à des ophtalmologistes qui sont partenaires de l'ILEU et qui vont analyser ces données à l'aide de l'intelligence artificielle. Et donc sans vous voir. Enfin, sans voir le patient. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que c'est asynchrone. D'accord. Et là, l'ophtalmologiste va analyser ces données, puis il va vous délivrer un avis médical, des conseils de prévention personnalisés et, s'il n'y a pas de contre-indication, une prescription de lunettes ou de lentilles. Et tout ça en moins de 48 heures. C'est ce qui fait la force du produit. Oui, parce qu'il y a bien la prescription, parce qu'on sait qu'évidemment, dans ce domaine de l'optique, les prescriptions, les remboursements par la sécurité sociale, par les mutuelles sont très importants. Aujourd'hui, justement, tout ce qui est la caisse primaire d'assurance maladie, les mutuelles, elles sont OK avec ce pourquoi ? Parce que dispositif. Dès le début, on a compris que si on voulait que ça fonctionne, il fallait rassurer la filière et donc faire preuve d'une grande déontologie et être très strict dans l'organisation et le fonctionnement de notre solution. Et c'est pour ça que l'ILEU, en quelques mois, est devenu le leader. On a 85% du marché aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a réussi à rassurer le marché et à montrer que chez nous, les choses étaient parfaitement encadrées. Demain, vous arrivez chez votre opticien, vous avez par exemple du diabète, vous n'êtes pas suivi, vous n'obtiendrez évidemment pas de prescription. Et là, l'opticien va jouer son rôle de vous orienter vers un ophtalmologiste en présentiel. Ah oui, on est orienté on est bien orienté en présentiel. En présentiel, si on soupçonne le moindre doute. D'accord. En fait, vous l'avez compris. Par contre, si on a, je sais pas, une myopie assez bénigne, ou enfin voilà, on a une maladie des yeux une correction assez faible. Là, le côté télé-ophtalmologie suffit. Voilà. C'est à partir du moment où on se dit tiens, il y a peut-être un petit souci un peu. D'où le questionnaire médical, qui va permettre de mettre en évidence là. Mais quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, ça remplacera pas de toute façon la consultation en présentiel où on va vous faire le fond de l'œil, etc. Mais ça va vous permettre d'accéder à une paire de lunettes dans un délai raisonnable sur tout le territoire français et de manière sécurisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les opticiens, donc les 1600, je crois que vous visez 3000. Presque 1700 même. Il y a combien d'opticiens en France ? Il y en a 13 000. Oui. Aujourd'hui, il y a un opticien sur 8 qui a un contrat avec nous et on vise les 3000 en fin d'année. Ça veut dire que tous sont formés aussi, ont les mêmes outils, alors, il y a une homogénéité selon que j'aille, que je sois au fin fond de la Bretagne ou au fin fond de la Creuse. Il y a une liste de matériel qui est obligatoire, évidemment. Évidemment, c'est un opticien qui va faire l'examen de vue. C'est sa formation. Durant ses études, il est formé à l'optométrie, qui sont les examens de vue. Oui. Et puis en plus, c'est l'intérêt de l'opticien, puisqu'après, il est susceptible de vous vendre des verres, donc il faut que la correction elle soit impeccable. Il va vendre des verres derrière, sinon il sera obligé de changer les verres à sa charge. Alors les syndicats d'ophtalmologie, comment ils ont accueilli ça ? Parce qu'évidemment, alors en même temps, oui, ils voient de toute façon ces clients, qu'ils les voient en physique ou en distanciel, mais est-ce que ça c'est un procédé qu'ils ont accueilli ? Il y a un distinguo à faire entre le syndicat d'ophtalmologie, ce qui est catégoriel, qui va être sur préserver ses acquis, et les ophtalmologistes en ville qui, eux, sont très contents. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ophtalmologiste va lui déléguer une tâche qui est l'examen de vue, ce qui va permettre à l'ophtalmologiste de gagner du temps médical et de se concentrer sur son art, qui est la pathologie de l'œil et de ses annexes. Et donc, on va lui redonner du temps médical. Aujourd'hui, je crois que c'est 130 000 patients que vous avez vus en 2025. Il y en a combien qui ont été orientés vers une consultation physique ?
Alors, on n'a pas les chiffres exacts parce qu'il y a 2 moments où ils peuvent être orientés. Un, au moment du questionnaire médical, et 2, dans le cadre d'un refus de l'ophtalmologiste. Mais on doit être autour, je pense, entre 15 et 20%. Et j'imagine qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est là où vous analysez toutes ces données et que vous fournissez des dossiers de plus en plus complets. Exactement. L'intelligence artificielle intervient à 2 moments. Au moment du questionnaire médical et au moment de l'analyse de l'ophtalmologiste. Et j'ai même un 3e moment, c'est-à-dire qu'il y a une certaine donnée, comme par exemple les fonds d'œil qui peuvent être envoyés dans certains cas, qui sont analysés en plus. L'opticien, lui, ne peut pas faire de fond d'œil. Non, l'opticien ne peut pas faire de fond d'œil, mais comme on travaille aussi avec des médecines du travail qui, elles, font des fonds d'œil, le fond d'œil, dans ce cas-là, il est analysé en plus par un logiciel d'intelligence artificielle qui permet de corroborer le diagnostic de l'ophtalmologiste. Est-ce que vous êtes dit aussi chez Lileo, pourquoi pas aller voir des pharmaciens? Alors, c'est une stratégie qui est tout à fait envisageable. Aujourd'hui, on travaille sur une certaine forme de diversification. On va lancer la même chose en cardiologie, on va lancer la même chose dans d'autres activités. Et en effet, le pharmacien à un moment pourrait potentiellement être un relais, sauf qu'aujourd'hui, il n'a pas cette capacité à faire l'examen de vue. Parce qu'on l'a vu au moment du Covid, les pharmaciens ont repris un peu de leur métier d'homme ou de femme de la profession médicale. Ils ne sont plus des logisticiens de médicaments, donc ça pourrait être un débouché. Aujourd'hui, il est où le business model? Vous rattrapez comment? Le business model, c'est un business model qui fonctionne sur un abonnement. D'accord, c'est la part fixe. Et après, une part variable, c'est le nombre de dossiers soumis. C'est l'opticien qui l'opticien, il adhère à... Exactement, il adhère à la solution. C'est lui qui est facturé. Et ensuite, l'ILEU a un contrat avec les ophtalmologistes et rémunère les ophtalmologistes. Évidemment, il n'y a pas de rémunération entre opticien et ophtalmologiste, sinon il y a une forme de compérage. Donc, 1600 opticiens partenaires aujourd'hui et l'objectif, 3000 opticiens partenaires. En fin d'année. C'est ça, en fin d'année. C'est tout le succès que l'on souhaite à votre start-up Lileo, et puis évidemment tout ce qui permet de concurrencer, de réduire cette pénurie, ce désert médical. Eh bien, nous, ça nous intéresse, notamment sur la téléophtalmologie. Merci Jean-Valérie de Sens d'être venu nous parler, cofondateur de Lileo. Voilà, si vous êtes intéressé, opticien, que vous nous écoutez, eh bien vous allez sur Lileo et voyez comment tout ça peut se passer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va poursuivre avec la rédaction de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la chronique BFM Tech. La chronique BFM Tech, oui. C'est que ça a changé. Ça a changé, voilà, c'est tout récent, donc ça vient de changer. Sylvain Trinel, bonsoir. Bonsoir. Journaliste BFM Tech. Sylvain, on démarre la semaine avec l'annonce par la Commission européenne d'une nouvelle enquête à l'encontre de X. Oui, il y a 3 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, le réseau social X était sous le feu des critiques, car il permettait via son IA Grok de dénuder des utilisateurs, et ce sans leur consentement. La Commission européenne, qui avait déjà ouvert une enquête liée notamment à sa politique de modération, elle a décidé d'en ouvrir une seconde, parce que finalement, pourquoi pas. Cette fois-ci, encore une fois d'ailleurs. Puis on a le DSA derrière. Oui, exactement. C'est sur cette même base qu'elle est ouverte, cette seconde enquête. Et c'est, en fait, ils veulent savoir si, comment est-ce que Grok a permis à des utilisateurs de générer des fausses images, notamment d'utilisateurs mineurs. Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission, elle a rappelé qu'il n'était pas question que l'Europe tolère, je la cite, des comportements insensés, et qu'il n'était pas non plus prévu de laisser des plateformes violer et monétiser des non-respects de son règlement européen. Et alors, comment a réagi la plateforme X? Est-ce que Elon Musk a bousculé ça d'un revers de la main, ou il regarde ça plus sérieusement? C'était ce qu'il a fait au tout début. Effectivement, il ne voyait pas trop le problème, et d'ailleurs n'était pas au courant dans ses premiers propos après cette affaire. Cela dit, effectivement, ils ont d'abord rendu la génération d'images, je vais y arriver, pour les abonnés X Premium seulement, alors qu'avant on pouvait le faire même en tant qu'utilisateur gratuit, avant d'assurer que la fonction avait même été désactivée dans les pays où la pratique est illégale, c'est le terme utilisé dans le communiqué, mais selon nos constatations, il était toujours possible de déshabiller des personnes grâce à Grok, et ce, même sans être abonné. Dans une déclaration, la vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, Ena Virkunen, elle a expliqué que l'enquête en cours devait permettre de déterminer si X avait respecté ses obligations légales en vertu du règlement sur les services numériques, et l'enquête sera également l'occasion de constater si X a pu monétiser ses contenus, alors que plus de 3
3 millions d'images sexualisées ont été générées pendant une dizaine de jours, ce qui est énorme quand même. Et si on est victime justement d'un deepfake à caractère sexuel, ça se passe comment ? Eh bien, si on est victime, c'est très simple. L'Arcom, elle a publié ses recommandations. Alors, l'Arcom, c'est le gendarme, normalement, du numérique et de la télévision. Elle a appelé les utilisateurs concernés à déposer plainte, mais aussi à rassembler suffisamment de preuves pour ensuite les envoyer à l'autorité, qui pourra faire suivre à l'autorité compétente européenne, c'est-à-dire celle de l'Irlande. Elle s'est également félicitée de l'ouverture de cette enquête de la Commission européenne dans un communiqué de presse paru aujourd'hui. Eh bien, merci. Voilà, on est vraiment dans l'actualité. Sylvain Trinel, journaliste BFM Tech. Tous les sujets à retrouver, bien entendu, sur le site BFM Tech. Allez, tout de suite, on part au cinéma. Tech & Co, la quotidienne, Tech & Ciné. Tech & Ciné avec Xavier Perret. Bonsoir Xavier. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur de l'entité Azure chez Microsoft France et Pays-Bas, je crois. Rajoutons-le. Oui, c'est un grand pays de technologie. On lorgne toutes les Philips et toutes ces entités, notamment ASML. Alors Xavier, tout au long de l'année, tu es venu nous voir, nous parler de tout un tas de restaurants. Oui, de restaurants en dehors, mais de technologie. Tiens, tu nous as raconté la sycophance. Ça, je me souviens, c'était avec François. C'est la complaisance de flagornerie. C'est quand les robots sont un peu taquins, vraiment Z6PO dans Star Wars. Et alors, on a voulu un peu te challenger ce début d'année, nous dire tiens, ça y est, l'année est lancée. Alors, on aura les Oscars qui vont arriver, nos Césars et puis les Oscars américains, et nous dire tiens, qu'est-ce que tu vois comme tendance en 2026 dans les films ? J'imagine un peu d'IA générative, la robotique, on en verra aussi. Oui, on va se faire les 6 tendances que je vois. Alors évidemment, on pourra en prendre plein, on va forcément faire des erreurs, mais il y a 6 tendances de l'IA en 2026, voilà, des petites évolutions. Et la première, peut-être, qu'on va commencer, c'est évidemment, on a connu l'IA depuis 2020, 2025, comme des agents conversationnels avec qui on discutait, qui commençaient à avoir des capacités de raisonnement. Voilà, là, ma conviction de cette année, c'est qu'on va avoir... Là, le cinéma avait pris un peu l'avance sur la techno. Voilà, exactement. Et là, maintenant, il faut voir comment il se rattrape. On voit bien qu'en 2026, les IA ou les agents IA vont devenir presque des collègues numériques, finalement, qui vont être dotés d'une identité numérique derrière, et qu'on va être en collaboration avec eux. C'est-à-dire qu'on va déléguer de plus en plus des tâches, et ils vont apparaître dans nos réunions, dans nos meetings, on va le facilitateur, par exemple, dans Teams derrière. Donc on voit bien que cette évolution, cette année, on va voir apparaître de plus en plus, finalement, des collègues numériques de ce type-là derrière. Alors c'est le film que j'ai choisi qui avait déjà annoncé ça, c'est Iron Man. Alors pourquoi on en a parlé évidemment Iron Man, parce qu'en fait Iron Man, on oublie que l'intelligence ou l'IA d'Iron Man, de Tony Stark, c'est le grand industriel, c'est Jarvis. Jarvis, ça veut dire just a rather very intelligent system. En gros, un système intelligent pas si évolué que ça, quelque part. Derrière, mais surtout au début d'Iron Man, c'est un agent conversationnel. En fait, il va discuter. Alors, on pensait que c'était assez puissant parce qu'on avait cette reconnaissance vocale, derrière cette interaction un peu Alexa Siri de l'époque. Derrière, en fait, c'est plus que ça. Tony Stark, il a vraiment développé il a demandé en fait à Jarvis de faire beaucoup plus de choses. Il a commencé à lui déléguer la sécurité de la maison et beaucoup plus sur la simulation des armures, puisqu'il va commander l'armure. Et donc Iron Man, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il va voler évidemment, il va combattre les méchants, mais il va déléguer énormément de choses à son copilote d'ingénierie qui va lui faire plein de simulations derrière, simulation de nouvelles armures, de nouvelles capacités, de nouveaux moteurs de prise de décision derrière, sur lequel évidemment Tony Stark reste toujours en contrôle. Alors je vais prendre, parce que tu es chez Microsoft, c'est un copilote. C'est un copilote, voilà, c'est dans l'ingénierie. Mais un copilote exactement dans l'ingénierie. Donc première conviction, première tendance, voilà, l'IA devient vraiment plus agentique derrière un collègue numérique. Alors deuxième tendance dont on parle beaucoup aussi dans toutes nos émissions, c'est évidemment la cybersécurité, les failles de sécurité. On utilise de plus en plus d'IA. Alors on voit IA for cyber, cyber for IA, IA for hackers. Alors là, si on regarde un film, c'est vrai qu'on pense tout de suite à 2001 Odyssée de l'espace avec le robot. Alors HAL, il faut bien le dire, HAL, parce que pour la petite histoire, la lettre avant HCI, la lettre avant... la lettre après HCI. Après ACB, après donc ça faisait IBM. Voilà. Alors que nous, on avait traduit en français Carl. Et ça ne donnait pas bulle dans l'autre sens. Mais en tout cas, c'était un super ordinateur qui, tout d'un coup, se rebelle contre l'équipage. Voilà, exactement. Et donc, évidemment, la nouvelle tendance, c'est qu'on va avoir des agents de sécurité, des agents IA de sécurité, parce que les hackers vont utiliser de l'IA. Donc, chaque agent doit bénéficier de protection de sécurité similaire à celle des individus afin d'éviter que les agents ne se transforment en agents doubles, en espions numériques, qui vont finalement faire des exfiltrations de données, des choses comme ça. Alors évidemment, on pourrait prendre l'Odyssée de l'espace, parce qu'on se souvient tous qu'en fait, Stanley Kubrick, HAL, en l'occurrence, à un moment, il va dire à l'astronaute Dave, je suis désolé Dave, je crains ne pas pouvoir faire ça.
En gros, je ne vais pas répondre à ton problème, je vais faire ce qui moi m'arrange derrière. Moi, j'ai pris un autre film connu, moins connu en fait, qui s'appelle Colossus, le cerveau d'acier. C'est 2 ans après Odyssée de l'espace. Oui, c'est assez vieux aussi. C'est assez vieux, 1970, Joseph Sargent derrière. Et Colossus, c'est un ordinateur de défense américain qui va s'allier à son homologue soviétique. Derrière, on est en pleine guerre froide, pour prendre le contrôle du monde. Et le film va explorer des risques d'IA, mais pas centralisés, mais distribués, dans lesquels 2 IA vont se mettre d'accord, en gros, pour un peu, voilà, et elles vont communiquer d'ailleurs sans supervision eux-mêmes, pour, j'allais dire, réguler le monde. Ces 2 IA un peu rogue, comme on dit. Et c'est marrant de parler de ça au moment dans la défense des années 70, parce qu'on a la naissance d'ARPANET. Exactement, c'est ce moment-là où... L'arrière-arrière-grand-père d'Internet. Voilà, un espace centralisé pourrait naître où les ordinateurs discutent sans que nous ne le sachions. Alors, première tendance, l'IA générative. Deuxième tendance, la cyber. Troisième tendance, c'est l'intégration de la technologie dans des domaines industriels, notamment la santé. Ça, on en parle beaucoup. Exactement. On l'a vu précédemment. L'IA va rendre accessible et démocratiser le diagnostic médical ou la planification des traitements. Alors, il faut le savoir, c'est un enjeu énorme pour l'OMS. On va manquer tout simplement de médecins, de 11 millions de professionnels de santé à travers le monde. C'est 4,5 milliards de personnes qui pourraient se retrouver sans docteurs, sans professionnels de santé, sans service de santé essentiel derrière. Donc, on voit apparaître des modèles d'IA qui commencent à faire du prédiagnostic, en tout cas aider à ce prédiagnostic derrière. On le voit dans la radiologie, avec des startups comme Millevue. On le voit dans l'ophtalmologie. On l'a vu précédemment, juste avant. Lilou, exactement. Voilà, une autre startup que je connais bien, qui s'appelle Zencolab, par exemple, qui fait la détection de maladies préoculaire en fait pour les ophtalmos parce qu'on peut lire beaucoup de choses dans les yeux. Exactement, on peut analyser en fait la glaucomie, effectivement le diabète derrière, donc on peut aider finalement des ophtalmos à prendre des meilleures décisions. Et il y a même un peu le Dr House médical des nouveaux modèles qui commencent à être capables de trouver des maladies complexes en fait, plus rares derrière. Voilà, il y a des modèles qui sont apparus sur le marché derrière. Puis, je dirais juste parce que je sais que tu es très modeste, mais Zencolab, on rappelle, c'est un petit Perret. Voilà, c'est quelqu'un que tu connais bien. Voilà, je n'osais le dire, mais si tu l'as dit. Voilà, non, mais pour montrer que voilà, la technologie aussi, c'est héréditaire. Elle s'empare, c'est une jeune start-up. Exactement. Alors j'ai pris un film, c'est Les Nouveaux Héros. C'est en fait un film d'animation derrière. C'est Baymax, si vous savez, c'est cette espèce de robot infirmier gonflable un peu grand en fait derrière, mais qui va automatiquement scanner en fait les personnes et les patients et proposer un traitement personnalisé. Voilà, c'est une vision du monde. Alors il y a plein de films qui proposent ça, mais je le trouve bien parce qu'il est dans le care, ce robot, et c'est pas une dystopie pour le coup. Et donc on voit ce qu'on peut amener dans ce domaine de la santé qui va être complètement disrupté. Ça fait penser aussi à ce qui se passe dans Gattaca aussi à un moment. Alors on peut trouver Gattaca. Il y a aussi Elyséum, qui est un autre film où on voit cette espèce de medbay et des lits avec des robots en l'occurrence qui vont automatiquement scanner et cartographier les potentielles maladies. Quatrième tendance, l'IA qui commence à s'imposer dans le processus de recherche scientifique et devient un assistant de laboratoire, alors beaucoup plus puissant que le Jarvis. Oui, alors ça c'est pareil. Dans la recherche scientifique, en fait, l'IA, qu'est-ce qu'elle sait bien faire? C'est simuler et proposer des choses. Finalement, qu'est-ce que ChatGPT fait? C'est il me propose des réponses. Dans les images, c'est pareil, il me propose des variations sur des images en fonction d'un faisceau de contraintes, des prompts texte. Dans la recherche, c'est pareil, j'ai des contraintes de matériaux, des contraintes que je connais, et je vais lui proposer de me simuler et expérimenter des choses. Si je l'avais fait moi-même, ça me coûterait très cher. Donc on commence à voir apparaître le fait que chaque chercheur pourra bénéficier finalement d'un assistant de laboratoire IA qui va lui permettre de proposer des nouvelles expériences, des modèles potentiels à tester ensuite dans le monde réel derrière. Là, pareil, on va voir que ça va accélérer la recherche scientifique. Un film qui sort du lot, toujours le même, on va me dire, mais c'est Interstellar. Pourquoi? Parce que si on regarde l'histoire, Interstellar, il y a des robots IA, TARS et KAIS, la dernière fois on avait parlé de TARS derrière, et ils font quoi cette équipe? Elle va chercher des trous de verre, en fait, des trous quantiques derrière, et c'est ces ordinateurs qui vont récolter et comprendre les données quantiques dans les trous noirs pour trouver des planètes habitables. Donc on est clairement dans un processus de recherche scientifique. Le chercheur, c'est qui? C'est le héros qui va finalement interagir en disant qu'est-ce que tu as trouvé? Cette planète peut-elle être habitable? Voilà, on est dans ce domaine-là de la recherche scientifique et de l'IA. Cinquième tendance, c'est ces super fabriques intelligentes, des usines numériques. Très rapidement, on va voir apparaître moins d'infrastructures centralisées IA. On commence à voir apparaître des infrastructures distribuées dans lesquelles, quand moi je vais faire une requête, on s'en aperçoit pas, mais cette requête, elle va être distribuée pour chercher finalement le watt disponible. On appelle ça le edge. Finalement, une forme de edge, de gestion de réseau intelligente pour optimiser tout simplement les CPU, voire les GPU derrière. Voilà, le film que j'ai pris, il est connu, c'est Tron, 1982, 2010, la suite, parce que finalement, c'est ça, on en avait parlé, des agents IA qui vont optimiser un flux dans la grille, The Grid, dans le film. Et puis, sixième tendance, il nous en fallait 6, l'informatique quantique qui devient réalité. Difficile de passer à côté de l'informatique quantique, on pense
pensait que c'était pour des décennies, c'est plutôt pour quelques années, donc commence à apparaître. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt l'informatique hybride quantique, c'est-à-dire cette alliance entre l'IA qui va, comme je dis, aller chercher, trouver des patterns, et puis s'allier à la capacité de calcul du quantique. Et donc c'est cette alliance-là qu'on commence à voir apparaître pour identifier finalement des nouveautés. Alors pourquoi maintenant ? Parce qu'on commence à voir apparaître des infrastructures quantiques intéressantes, avec des qubits topologiques derrière. Alors, pour le quantique, on en avait aussi parlé dans une des chroniques, c'est Ant-Man et la guêpe. On va me dire, c'est pas très quantique, Quantumania, qui raconte un peu le quantique. Moi, j'ai pris une série que j'aime bien, qui est pas très connue, qui s'appelle Dev, développeur. C'est Alex Garland. Alex Garland, il a fait des très bons films, c'est 2020. C'est une ingénieure qui va enquêter sur une division secrète de sa firme, qui développe un ordinateur quantique capable de simuler la réalité. Elle va modéliser les molécules avec une précision incroyable, et ça raconte comme ça, finalement, ce que pourrait devenir un ordinateur quantique, ce qu'il serait capable de faire. Évidemment, dans une forme de dystopie. C'est une série assez intéressante, mais pas connue. Bon, et avant de venir un jour nous parler de ta propre série, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est en train de germer dans ta tête. Tu viendras, je crois, la prochaine fois parler de Tech and Ciné. C'est Apple TV qui prépare une série Pluribus. Qui l'a sortie, en fait. C'est une des meilleures séries du moment. C'est Pluribus. Voilà, donc on parlera la prochaine fois de Pluribus. Il faut voir cette série. Elle a des interprétations qui vont dans tous les sens, qui expriment un peu la tech d'aujourd'hui. Ouais, cet état de l'air du temps, du moment, y compris technologique. Tiens, ce qui m'intéressera aussi, c'est que tu regardes un peu aussi notre film français dernièrement, c'est Chien 51. Chien 51, voilà, c'est dans la liste. C'est un petit peu Blade Runner façon française, mais il y a quelques bonnes idées. On fera les retours là-dessus. Faut pas dénigrer le cinéma français quand on s'essaye aussi à ce genre de style de cinéma. Merci Xavier Perret. Merci Frédéric. Donc patron de Microsoft Azure France Pays-Bas à la ville et à la scène, passionné de ciné et de tech. Voilà, l'émission se termine. Merci de nous avoir suivis. On retrouvera demain François Sorel, de grand retour sur le plateau de Tech & Co, la quotidienne. D'ici là, il y a rendez-vous sur la plateforme YouTube, sur les podcasts, sur BFM Tech pour retrouver bien entendu tous nos contenus. Et n'hésitez pas à nous parler sur Twitter, enfin sur X, pour nous dire ce que vous pensez de l'émission et nous proposer de nouveaux sujets comme ce Tech et Ciné. Excellente soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.